Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, du FC Barcelone et fans de football en général. J'espère que tout le monde va bien et je suis très heureux les amis de vous retrouver aujourd'hui pour ce qui est peut-être l'analyse et l'avant-match en tout cas les plus attendus de la saison en Liga. Le Classico qui aura lieu ce week-end à Barcelone à Montjuïc pour la première manche officielle des Classicos de la saison. Le Barça qui aura à cœur à domicile devant son public de battre le rival madrilène, récupérer la première place et prendre 2 points d'avance sur le Real Madrid qui vit aussi de son côté une saison plus que positive en Liga comme en Ligue des Champions, qui aura à cœur à Barcelone de repartir avec ensuite 4 points d'avance sur le Barça et conserver son fauteuil de leader. Un match ultra attendu de la part des fans des deux équipes mais globalement du monde entier. Le match qui hype le plus le monde entier, c'est ici avec des joueurs qui aux 4 coins du terrain peuvent faire la différence, qu'ils soient expérimentés ou plus jeunes. Les détails en tout cas vont être hyper importants dans ce Classico qu'on va analyser ensemble dans cette vidéo. Pour commencer l'analyse de l'avant-match, on va déjà parler vite fait de deux petites polémiques qui ont surgi sur les différents réseaux sociaux de part et d'autre pour le Real ou pour le Barça. D'un côté, nous avons eu droit à un tweet assassin de la part d'un des dirigeants et haut placés du FC Barcelone qui a traité Vinicius de clown par ses provocations, ses gestes, ses dribbles et surtout par rapport au fait que son racisme est pas forcément mérité mais que le traitement qu'il subit en général, selon lui, serait mérité. Chose bien entendu qui a incendié les relations entre le Real Barça. Florentino Pérez ne veut pas se déplacer à Barcelone parce que les dirigeants du Barça de base sont pas excusés avant que finalement Xavi d'un côté prenne la parole en disant que ça se faisait pas d'alimenter les tensions entre deux grands clubs avant un match comme ça. Donc pour une fois qu'il dit quelque chose de bien, au-delà de sa mauvaise foi, de son acte en tout cas de mauvais perdant habituel où il critique souvent les autres plus que lui-même quand il fait des erreurs et qu'il perd, bah pour une fois Xavi, je le remercie beaucoup parce qu'il a pris la bonne décision de prendre la défense de Vinicius et du Real sur ce coup-là et de pas accepter ce que l'un de ses dirigeants en tout cas a pu dire sur les différents réseaux. Au moins t'as aussi eu le vice-président du Barça qui a défendu Vinicius, le Real Madrid et qui a demandé au Real Madrid de les excuser et que ce qui a été dit malheureusement a été dit mais n'aurait pas dû être dit. Donc peut-être que le Real Madrid et Florentino Pérez vont changer d'avis pour se déplacer bien sûr à Barcelone avec son staff tout ça. En tout cas l'équipe a besoin de voir son président se déplacer en guise de soutien parce qu'ils en auront bien besoin à l'extérieur contre le rival historique. Et puis c'est quand même dommage de voir autant de tensions entre le Real et le Barça qui sont accentuées encore plus ces derniers mois avec l'affaire Negreira et pas mal de choses et polémiques. Et bien entendu on espère que ces deux institutions, même si elles sont rivales de manière historique, politique et tout ce que tu veux, bah finissent quand même par bien s'entendre. C'est quand même la base, tu vois. L'autre décision qui a fait polémique, c'est forcément le choix de l'arbitre qui a été désigné pour la Liga pour cette rencontre, Ril Manzano, qui n'a arbitré que 2 Classicos malgré son expérience et sa carrière en Liga. 2 Classicos qui ont été remportés par le Real Madrid, l'un en 2014-2015 remporté 3-1 à l'époque où il y avait déjà Ancelotti aux commandes et surtout le 2-1 en 2021 avec 2 Classicos globalement où ça s'était plutôt bien passé avec en tout cas zéro polémique ou quasiment peu, en espérant que ce 3e Classico se passe pareil avec très peu de polémique parce que forcément un Classico même si ça ne se joue pas ça se gagne, même si peu importe la manière ce qui compte c'est prendre les 3 points et gagner contre le rival historique, c'est quand même mieux de le faire sans penalty controversé, sans but refusé controversé, sans des hors-jeux sifflés de manière abusée, sans les fautes en tout cas qui sont pas sifflées, etc. Vous avez compris ce que je veux dire. On espère un Classico qui soit sain de part et d'autre, pas de polémique, même si bien entendu quand t'es fan d'un club ou de l'autre, bah t'as toujours de la mauvaise foi, t'as toujours ce côté mauvais perdant, même la moindre décision tu vas l'exagérer pour en tout cas pousser ta gueulante et justifier le fait que ton équipe soit en train de perdre ou pas du tout. Après pour vous donner quelques données par rapport à cet arbitre là, le Real a quand même remporté 79% de ses matchs avec lui et n'a pris que 4 cartons rouges en 47 matchs avec lui, toutes compètes confondues. Le Barça a remporté que 61% de ses matchs avec lui et a pris 10 cartons rouges sur 36 matchs qu'il a arbitré et surtout le fameux carton rouge de Lewandowski où il s'était gratté le pif. Donc forcément aujourd'hui par rapport à tout ça, tu comprends pourquoi les supporters du Barça et les dirigeants du Barça sont un peu contre cet arbitre. Et comme je le répète, j'espère que tout va bien se passer car avant tout c'est un Classico, c'est le match le plus attendu de la saison. On veut voir des joueurs haut level, pas de tension, pas de comportement honteux, ni des joueurs ni de l'arbitre, en espérant aussi que la VAR fasse bien son taf et bien entendu qu'il soit bien réveillé. Par rapport à la dynamique du Barça en Liga, parce qu'en Ligue des Champions c'est un sans faute et après c'est pas le même type de motivation que la Liga ou pour globalement les Classicos. Pour l'instant 3e à 1 point de Gérone et du Real Madrid, c'est quand même aussi 7 victoires pour 3 nuls. Les 3 matchs nuls sont déroulés notamment dès la première journée de Liga contre Retafe 0-0
1-0 avec une petite polémique finale avec un penalty qui n'a pas été sifflé, même si de base il n'y avait pas penalty pour le Barça, il a été refusé entre guillemets pour une main de Gavi qui n'avait pas lieu. Donc de base t'as pas penalty, mais après il le refuse pour une raison qui était totalement aberrante. Donc d'un côté comme de l'autre ça avait fait polémique. Après ils ont fait 2-2 contre Mallorca et un 2-2 contre Grenade. 22 buts marqués, donc c'est parmi les meilleures attaques de la Liga, à un but de plus que le Real Madrid, mais 10 buts encaissés pour l'instant, donc toujours parmi les meilleures défenses, mais c'est quand même moins bien que le Real Madrid et ses 7 buts encaissés depuis le début de saison. Le Barça qui encaisse quand même plus de buts que l'an dernier, qui sur l'ensemble de la Liga avait fait un parcours exceptionnel avec 15 ou 16 buts encaissés, un truc comme ça, ou un peu plus. Quand tu regardes bien le résultat, le Barça finalement, à part contre le Betis 5-0 et Cadiz 2-0 ou 5-0 contre Antwerp en Ligue des Champions, tout le reste de leur victoire, c'est quasiment par un but d'écart. Le Barça aujourd'hui, depuis le début de saison, gagne ses matchs, des fois au forceps, avec des remontadas contre le Celta de Vigo quand il perdait 2-0 au bout de 70 minutes de jeu, un truc comme ça. Quand ils perdaient contre Villarreal dans un match totalement fou, qu'ils ont remporté 4-3 quand même à la fin du match, t'as un Barça qui quand même galère un petit peu, qui galère à ne pas prendre de but, qui laisse quand même beaucoup d'espace, qui fait des erreurs un peu inhabituelles sur les positionnements au niveau tactique, qui laisse aussi beaucoup tirer l'adversaire, en tout cas plus que d'habitude, et malheureusement pour eux, les adversaires sont un peu plus efficaces que l'an dernier où Ter Stegen, il a beau être certes un des meilleurs gardiens du monde, il est souvent plus abandonné par sa défense aussi que l'an dernier. Le Barça se fait quand même un peu plus déborder que d'habitude, il y a plus de centres en général aussi en sa défaveur qui va amener pas mal de coups de pied arrêtés, pas mal aussi d'actions comme des têtes à bout portant par rapport à Ter Stegen qui en encaisse quand même plutôt pas mal. On a surtout un Barça qui prend plus de buts sur plus de matchs en général, qui montre quand même une défense plus fébrile, mais une attaque quand même qui répond présent pour remonter les situations et permettre au Barça d'être toujours en vie en Liga. Et ce qui est fort par contre pour le Barça, c'est que peu importe qu'il y ait des absents ou les titulaires, t'as des joueurs qui ont su prendre la relève, avec un Joao Félix par exemple qui est arrivé cet été, qui arrive à avoir ce côté playmaker, ce côté maître à jouer, qui va se décrocher, qui va combiner, qui va se déplacer avec une liberté totale et qui fait vraiment des différences absolument phénoménales. Joao Félix aujourd'hui prouve que son choix de base de partir de Benfica pour l'Atlético Madrid, c'était une erreur monumentale. Une erreur monumentale qui en tout cas le met aujourd'hui dans un collectif enfin en pleine possession de ses moyens, techniques, tactiques et footballistiques, où il s'exprime à merveille et où il va encore passer des paliers au Barça, si bien sûr le Barça accepte de payer 80 millions d'euros à la fin de la saison à l'Atlético Madrid qui veut s'en débarrasser pour ce prix-là. Un Barça que s'il recrutait par exemple des Cancelo qui sont à merveille dans le système du Barça, en train de tout exploser, qui par ses activités en tout cas incessante sur le côté pour défendre, pour attaquer, pour dédoubler, et aussi par sa capacité à décrocher de son couloir pour apporter le surnombre dans l'axe comme il le faisait à l'époque avec Manchester City. Ça apporte des combinaisons, le surnombre, plus de qualité technique aussi pour ressortir les ballons, pour créer des occasions, créer des transitions intéressantes, et les deux Joao vraiment apportent une nouvelle dimension au jeu du FC Barcelone, avec ce côté plus vertical, ce côté plus percutant, et surtout plus de solutions à tous les levels. T'as aussi les jeunes comme Gavi et Fermin qui sont vraiment ultra impressionnants, parce que là pour Classico, ils vont récupérer Lewandowski, Rafinha et De Jong, mais pas Koundé et Pedri. Pedri qui manque énormément par sa vision de jeu, sa classe et sa capacité à faire la différence et à marquer, et trouver la passe décisive dans un trou de souris en tout cas, mais Gavi a su prendre la relève, malgré un caractère de trou de balle que j'ai des fois envie de claquer tellement il est un petit peu trop arrogant, mais globalement, tu peux rien lui reprocher. Footballistiquement, Gavi, malgré qu'il joue un petit peu au catch comme les mecs de Retafe, quand il prend le ballon et qu'il se joue et qu'il se met à jouer sérieux, il est vraiment intraitable. Fermin, c'est un des jeunes de la Masia qui progresse de plus en plus, qui passe des caps, qui peut même marquer de la tête parce qu'il est tout petit, il marque des frappes de loin sur des missiles comme un Asensio. C'est vraiment un jeune aujourd'hui qui est ultra technique, ultra intéressant dans ce milieu en tout cas du Barça, qui peut s'installer sur la durée au FC Barcelone et qui montre que la Masia, en faisant confiance aux jeunes quand les titulaires sont absents et blessés, tu les fais grandir directement, ils prennent de l'expérience, de la maturité avec les autres autour d'eux, et franchement ça les met prêts directement pour le plus haut level, et le Barça aujourd'hui s'en frotte les mains. Au Real, tu fais quand même beaucoup moins confiance aux jeunes, donc forcément les jeunes commencent petit à petit à désespérer de ne pas avoir leur place en équipe première, et forcément tu crées pas un vivier de talent intéressant quand au Real Madrid d'un seul coup tu manques de joueurs offensifs, défensivement, etc. Quand tu manques de solutions, tu fais jamais appel à tes jeunes, là où le Barça compense son manque de quantité de qualité par les jeunes qui peuvent pousser depuis la Masia, tu vois. Et même dans le pire des cas où les jeunes de la Masia ne restent pas, ils sont une grosse plus-value pour le Barça au niveau financier vu qu'ils vont les revendre ou les prêter ailleurs pour pourquoi pas les rappeler comme le fait le Real, mais le Real est plus dans l'optique de vendre ces jeunes plutôt que de leur donner une place en équipe première, même si après, faut pas aussi se mentir, il y a plus de chances de percer au Barça de manière culturelle
culturel, historique et même sportivement en équipe première qu'au Real Madrid. Au Real Madrid, tu as déjà les meilleurs jeunes du monde quasiment à chaque poste, tu as déjà des joueurs expérimentés de fou à chaque poste qui ont tout joué et tout gagné avec le Real, donc forcément les places sont limitées plus qu'au Real qu'au Barça, qui a eu des cycles moins victorieux ces dernières saisons. Après le Barça aujourd'hui, tu vois, malgré le fait qu'ils remportent le match que par un but d'écart, ça montre quand même aussi qu'ils ont ce mental, cette qualité de résister, même s'ils prennent des buts, ils se relèvent, ils vont chercher la victoire. Pour l'instant le Real est devant au classement, mais attention pour le Real Madrid qui fait beaucoup d'erreurs de concentration en défense, de pas laisser des espaces, de pas trop laisser jouer le Barça et encore plus à l'extérieur, et surtout ne pas trop offrir d'occasion au Barça qui en ce moment est en confiance. Lamine Yamal, Ferran Torres et Joao Félix, c'est pas Lewandowski en qualité de buteur pur, mais ça fait extrêmement mal. On l'a vu au Classico amical cet été, 3-0 pour le Barça, sur un match qui s'est joué sur des détails parce que le Real a touché les poteaux, la barre plusieurs fois, raté beaucoup de face à face. Le Barça a eu moins d'occasions mais a été plus clinique et on sait très bien comment ça se passe en Classico. Le Real souvent peut dominer, avoir beaucoup d'occasions, mais s'ils ne marquaient pas, s'ils ne sont pas tueurs comme ils pourraient l'être en général, comme en Ligue des Champions, tout ça, bah le Barça les punit avec très peu. Et on sait très bien comment ça se passe quand le Barça ouvre le score et domine après le Real au score. Le Real a du mal à remonter et surtout se fait souvent très balayer. Même si au niveau des stats globales de la Liga, le Real a gagné plus de Classico en Liga que le Barça et plus de Classico toutes compétitions confondues que le Barça. À l'extérieur, on sait comment ça se passe, surtout dans les dynamiques où ça peut changer très vite au niveau mental et footballistique. Après, tu vois, Lewandowski, ça fait un petit moment qu'il est blessé donc il va revenir, mais on sait pas à quelle forme. De Jong, c'est pareil. Rafinha, je pense pas qu'il sera titulaire parce que tu as quand même Lamine Yamal, Félix sur les côtés qui font du très bon boulot, mais globalement, au milieu de terrain, De Jong va en tout cas apporter ce qui manquait un peu au Barça ces derniers temps, la stabilité, ce côté où ça joue vraiment un football assez varié, parce que Oriol Romeu, désolé, mais c'est pas un gage de surqualité, tu vois. Même à côté de Gavi et Gundogan, qui ont des profils différents de siens, qui sont plus techniques et tout ce que tu veux, la construction, bah, manquer d'un De Jong au Barça, défensivement, dans la stabilité, l'équilibre et dans la compensation intelligente et apporter cette relance encore plus fluide, globalement, De Jong, par sa projection aussi, son dépassement de fonction, est quand même un profil largement au-dessus d'un Romeu, qui est trop limité pour le Barça, qui a besoin de profils comme plutôt Pedri et Gundogan devant lui et De Jong pour exister un minimum dans le système du Barça. Quand tu le laisses tout seul pour remplacer un Busquets qui est parti du coup à l'Inter Miami, la structure défensive du Barça, elle est quand même plus lente, beaucoup plus déséquilibrée et ça laisse plus d'espace. Comme on l'a vu contre le Shakhtar, où lui, il est censé être au marquage en tout cas de l'attaquant, qui l'a fumé en vitesse sur la pelle et qui a marqué facilement ensuite contre Ter Stegen. Après ça m'énerve parce que le Barça, t'as toujours des mecs comme Ferran Torres qui peuvent ne pas planter de but pendant longtemps, qui marquent contre le Real. Après cette année, il est très en forme Ferran Torres. Et là où il est très intéressant, c'est sur le placement et sur les seconds ballons. Ferran Torres, il est souvent là pour reprendre les ballons déviés, repoussés par le gardien, sur les poteaux, sur les barres, ou pour reprendre des centres en tout cas, avec toujours un bon positionnement au second poteau ou premier poteau, ou des balles qui reviennent en tout cas sur lui dès l'entrée de surface. Ferran Torres est devenu un joueur en confiance, et forcément quand il combine bien avec Félix, avec Lamine qui n'a pas marqué beaucoup de buts pour l'instant, mais qui pourrait peut-être marquer contre le Real en tout cas ce week-end, mais vraiment le Barça aujourd'hui a un danger qui vient de partout. Baldé sur le côté gauche, il a une activité aussi de tous les instants, il a une vitesse, une percussion qui pourrait faire très mal à Carvajal et empêcher justement Carvajal de beaucoup monter, dédoubler et centrer. Après Araujo et Christensen sont très solides derrière, des fois tu as Marcos Alonso qui peut jouer tout ça, mais Christensen avec Araujo c'est quand même deux solides défenseurs centraux qui sur les coups de pied arrêtés se laissent pas en tout cas dépasser par la tête, dans les duels aussi au physique ils sont présents. Le Real Madrid aujourd'hui dans un 4-4-2 où il n'y a pas d'attaquant de pointe, sauf si Rosselló bien sûr sera là pour sûrement occuper Araujo et Christensen au niveau du physique, ouvrir les espaces pour Valverde sur l'autre côté, pour pourquoi pas Vinicius, pour Bellingham aussi qui va se projeter. Le Real Madrid a besoin ce week-end là de jouer avec un attaquant de pointe. Tu peux pas jouer avec Vinicius et Rodrigo sous peine de certes faire du jeu, mais tu pourras pas être dangereux sans attaquant de pointe ni présence dans la surface du Barça. Et d'ailleurs pour le Real Madrid, je suis sûr à 100% que Camavinga sera latéral gauche ce week-end, parce que Ancelotti de base, on parlait dans les rumeurs, qu'il voulait aligner 5 milieux de terrain contre le Barça. Comme s'il n'avait pas retenu la leçon que 5 milieux de terrain contre le Barça, ça sert à rien. Si tu mets pas de la vitesse, de la puissance, certes tu domineras le milieu de terrain, tu auras le jeu, mais le Barça sur un contre, avec leur qualité technique et leur efficacité, peuvent te tuer. Ils ont quand même Ter Stegen au cage, une défense qui sait être solide, donc tu auras beau avoir le ballon, etc., le contrôle du milieu de terrain. Je te rappelle que si t'es pas efficace, tu perds. Et c'est avant tout ça les classicos. C'est les détails. Donc Camavinga arrière gauche peut peut-être apporter plus de sécurité, etc. Pour peut-être essayer de pocket un petit peu plus Lamine Yamal et le danger qui viendra sur le couloir. Par rapport à Fran Garcia ou Ferland Mendy qui ont moins la confiance du coach, en tout cas en ce moment. Pour apporter sûrement, je pense, Toni Kroos au milieu de terrain avec Tchouaméni qui rayonne au poste sentinelle. Avec à côté de lui Valverde et Bellingham forcément. À voir s'il mettra Rosselló
en pointe ou simplement s'il va mettre Rodrigo et Vinicius, en espérant qu'il ne mette pas et Luka Modric et Bellingham et Valverde et Tchouaméni et Kroos, parce que là sinon ça va ronronner de fou. Et à moins par contre que le Real, par une frappasse de Valverde, par un coup de génie de Modric ou de Kroos ou de Bellingham, tout ça met le score avec 5 milieux de terrain, honnêtement je trouverais que le jeu va ronronner extrêmement fort. Va manquer de percussion et de verticalité, et ça honnêtement contre un Barça c'est absolument impossible. Après tu as Bellingham qui est en confiance dans les meilleurs buteurs de Liga, c'est lui le patron aujourd'hui avec Vinicius qui revient de plus en plus fort, qui aura à cœur, comme je l'avais dit pour la polémique du tweet, de montrer au gars qui se trompe et qui va peut-être assassiner le Barça par sa vitesse, sa percussion, montrer qu'il passe des paliers, que malgré sa blessure il est toujours au top comme il le montre à chaque match quasiment. T'as quand même aussi le Real Madrid qui a des milieux de terrain qui sont en puissance comme Valverde, comme Tchouaméni, comme je le disais, t'as Kroos qui rayonne cette saison et qui prouve que même à son âge, il peut encore prolonger encore et encore au Real Madrid et qu'à ce niveau-là, il est indéboulonnable. Luka Modric qui avec peu de temps de jeu, qui je pense sera remplaçant et qui rentrera en cours de jeu, peut montrer qu'à son âge aussi, il a toujours ce level de Modric Ballon d'Or, tu vois. Et comme je le disais l'autre jour de manière aberrante, le Real Madrid a quand même encaissé 90% de ses buts cette saison qui viennent des centres, ce qui montre que les latéraux ont des problèmes, ou du moins qu'aussi en défense centrale, on a des problèmes. Et j'espère que d'ailleurs ce week-end-là, c'est Nacho et Rudiger qui seront titulaires à la place d'Alaba et Rudiger, parce qu'Alaba cette saison, entre ses blessures, ses méformes et ses mauvais choix, il n'est pas au sommet comme en tout cas pourrait l'être un Rudiger aujourd'hui, ou comme en tout cas Nacho. Et globalement, même s'il a fait une connerie contre Gérone et son carton rouge, aujourd'hui je préfère Nacho et Rudiger pour l'assurance tout risque, sur les coups de pied arrêtés, les interventions et globalement la qualité sur l'ensemble de la surface. Après on a Kepa, c'est pas Courtois en termes de qualité tout ça, mais Kepa monte de plus en plus en puissance, il est de plus en plus rassurant sur les sorties et tout ça. Maintenant à voir ce qu'il va faire dans un match à fort enjeu, à forte tension contre le Barça. Et c'est clair que si le Real n'écarte pas le jeu, si le Real n'a pas un football en tout cas attrayant dans la possession, qui ne compte que sur les longs ballons, sur la vitesse de Vinicius, tout ça, honnêtement on n'ira pas loin. Si on n'a pas de qualité, si on n'a pas d'ambition dans le jeu contre le Barça, à un moment donné, tu vois, autant leur donner les 3 points tout de suite et ne pas aller en Catalogne. Enfin bon, en tout cas pour moi, la composition du Real Madrid, voilà, je vous l'affiche ici, mais globalement, le Real Madrid pour les clés du match doit dominer le milieu de terrain, faire en sorte de contrôler Baldé et Cancelo qui vont apporter beaucoup de danger dans l'axe du jeu pour Cancelo par exemple, ou sur ses débordements, ou sur le côté en tout cas de Baldé qui pourrait empêcher Carvajal de beaucoup progresser sur le terrain pour faire des centres, tout ça. Faire attention au centre, car c'est là où on encaisse le plus de buts, la présence dans la surface, surtout sur les seconds ballons, parce que des fois on est trop attentiste et on se met en danger tout seul. Assurer l'équilibre au milieu de terrain par un football en tout cas qui soit propre, avec des bonnes sorties de balles, ne pas paniquer, ne pas faire que balancer devant, et miser bien sûr sur des soutiens à Vinicius et Bellingham qui devraient, je l'espère, ne pas être trop seuls devant. Gagner les duels, gagner des mètres, et surtout s'il le faut tirer de loin, miser sur les coups de pied arrêtés et un maximum de choses, parce que le Barça ne laissera rien passer contre nous, surtout à domicile. En tout cas voilà les gars, c'est tout pour cet avant-match entre le Barça et le Real Madrid, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès ce week-end pour bien sûr le débrief après le match entre le Barça et le Real, en espérant une victoire du Real Madrid bien entendu. Et puis, je compte sur vous pour faire vos pronostics et vos avis dans les commentaires. On se dit à très vite. Abonnez-vous, cochez la cloche et mettez le petit pouce bleu. Mes réseaux Insta et Twitter sont en description. Et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao!